outre ces deux tables rondes bien stimulantes, je vais adopter un point de vue assez général parce que moi-même, par mes recherches, je ne suis pas du tout entrée par la petite enfance, même si je travaille actuellement à la Caisse nationale des allocations familiales. Donc je ne vais pas partir de mon terrain ou de quelque chose d'extrêmement concret que j'ai pu voir. Alors, il y a plusieurs observations que j'ai envie de faire sur trois aspects. Le premier, c'est sans doute la production des savoirs qui m'interpelle parce qu'il paraît assez évident, somme toute, qu'on est féministe, qu'on veut défendre la question de l'égalité des sexes, de s'intéresser à la petite enfance de 0, alors j'ai envie de limiter là dans le temps un petit peu, de 0 à 6 ans, disons. Alors certes, ça paraît un fondamental, il faut absolument commencer par là, et pourtant quand l'on regarde, aussi bien en termes de mobilisation féministe que même de production des études féministes, des études sur le genre, on ne peut pas dire que le 0-6 ans et la petite enfance aient été fortement investis. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a zéro recherche, je vais revenir dans un instant. Quand on a regardé le champ de la petite enfance, on se rend compte que finalement l'entrée est d'abord une entrée par les adultes, une entrée même par les mères, j'ai envie de dire, une entrée aussi par les professionnels. Ce qui donne finalement, on l'a vu aussi dans les tables rondes, une production des savoirs qui est d'abord basée, on a un certain nombre de travaux autour de l'entrée par les professionnels, donc les professionnels de la petite enfance. Ce sont essentiellement des femmes, forte féminisation. Qui dit forte féminisation dit en général effectivement travaux dévalorisés, donc travaux mal payés. Donc ce sont certaines catégories sociales de femmes, ce ne sont pas toutes les femmes. Ce sont les femmes qui généralement permettent à d'autres femmes d'aller travailler. Donc c'est quand on délègue des tâches finalement de maternage, on ne les délègue pas aux compagnons ou aux pères, mais plutôt à d'autres femmes. Donc ça relève aussi de questions plus globalement, pas seulement des inégalités entre hommes et femmes, mais des inégalités entre femmes, des inégalités sociales et sans doute aussi des inégalités, on pourrait dire, d'origine ethnique, comme c'est souvent le cas quand on regarde un petit peu quand même les professions de la petite enfance, donc fortement dévalorisées. Donc il y a eu cette entrée qui entrée genre sur la petite enfance, donc par les professionnels, parce que qui dit féminisation et dit dévalorisation, c'est aussi toute la question, on l'a bien vu dans les débats aussi autour des hommes et de l'arrivée des hommes éventuellement dans ces professions, c'est que somme toute, est-ce qu'on parle de compétences? Si on veut parler de professionnalisation, il faut bien parler de compétences, mais on est tellement sur le prolongement de quelque chose de naturel. En tout cas, les femmes, du fait de porter des enfants, sont tout à fait capables, évidemment, dès que l'enfant est né, de savoir exactement comment il faut faire pour changer une couche, pour les nourrir, etc. etc. Tout ça est quasiment de l'inné. On est dans des qualités. Ces qualités ne vaut pas, bien tout simplement, salaire, parce que ça ne sont pas tout à fait des compétences. Et de même, ça explique sans doute la non-appétence potentielle des hommes à entrer dans ce champ, parce qu'il y aurait des qualités innées que les parents, sans doute, véhiculent aussi, pas seulement pour des questions de peur de la pédophilie, parce que les hommes ne sauraient pas faire, notamment avec des tout petits. Un peu plus tard, si ça devient quand même possible. Mais les tout petits, c'est pas naturel. Donc on est dans la question des naturalisations, alors qu'on a envie de s'intéresser justement à la question de la socialisation primaire. Il y a donc une difficulté qui me semble importante dans cette production, c'est vraiment, c'est pas une difficulté, il fallait rentrer par les adultes. On a assez peu d'entrées quand même par les enfants eux-mêmes, et qu'est-ce qui se passe à la fois au niveau des enfants et de comment, à part des entrées très psychanalytique, psychologique, comment finalement les enfants, cette identité sexuée se forme véritablement entre 0 et 6 ans, alors que c'est une période extrêmement sujette aux normatifs, à la production scientifique et médicale très normative autour de ces âges-là. On a au niveau des études féministes, des études sur le genre, sur cette entrée petite enfance, je dirais des professionnels, on est passé, parce qu'on s'est intéressé aux mères justement, on a une position très large, par contre, sur les questions d'articulation, vie professionnelle, vie familiale, d'autant plus large qu'effectivement, là aussi, outre les inégalités entre femmes, il y a eu une véritable impulsion, là, au niveau, pas seulement du droit international, mais au niveau européen, pour adopter des politiques familiales et politiques de l'emploi se sont de plus en plus liées, pour permettre aux femmes davantage, plutôt les femmes, le discours sur les pères, et parfois malheureusement de plus en plus absent. Il a été un petit peu au début des années 2000 par la Commission européenne, puis ça a un petit peu changé. Plutôt permettre aux femmes donc, de concilier, c'est toujours à elles de concilier, d'aller sur le marché du travail.
Mais inversement, c'est aussi permettre d'aller sur le marché du travail avec un objectif européen qui est aussi l'augmentation dans une société vieillissante de la natalité, puisqu'on sait statistiquement que plus les femmes vont sur le marché du travail, plus elles ont de chances de fait aussi de faire des enfants et plus qu'un enfant. Le cas de la France est assez caractéristique en termes d'exemplarité au niveau européen, enfin en tout cas du moins c'est présenté comme tel. Donc ceci pour vraiment mon premier point, c'est que finalement on s'est saisi un petit peu la question de l'enfance sur la sociologie du travail, sociologie politique, sociologie de la famille, mais le champ de la sociologie de l'enfance qui existe, qui est certes sans doute émergent en France, est un champ qui ne s'interroge pas du point de vue du genre, ou assez peu à ma connaissance. Or là, il me semble qu'il y a vraiment un manque fort et un manque certain de données, finalement, de travaux sur les enfants eux-mêmes, de l'entrée par les enfants. Donc c'était mon premier point, parce que la production scientifique, finalement, qu'on est parent, dès le premier enfant, peut-être de plus en plus d'ailleurs, on a tendance il y a une littérature extrêmement abondante sur comment élever un enfant, on a aussi toutes sortes d'émissions télévisées, d'émissions radiophoniques, toutes sortes de questions. Les parents passent leur temps à s'interroger sur la meilleure façon d'élever son enfant. On a tout un discours depuis un certain nombre d'années, on parle de plus en plus du bien-être de l'enfant, il faut assurer son épanouissement. On a un futur adulte, certes, en devenir, mais l'épanouissement de l'enfant et l'enfant sujet, vraiment partie à la fois d'un discours politique et d'un discours scientifique. Et je dirais qu'il y a un discours médical, un discours pédopsychiatrique qui est extrêmement normatif, et en face, il ne me semble pas que l'on ait de contre-courant ou de contre-présence, notamment fortement médiatique, sur les questions du genre, parce que ce courant médical autour de l'épanouissement de l'enfant et pédopsychiatrique est quand même très souvent normatif sur les identités sexuées, parce qu'il a été dit par plusieurs intervenants. Je dirais globalement, l'aspiration à l'égalité des sexes, on ne trouvera pas grand monde pour s'y opposer. Par contre, qu'est-ce que ça signifie concrètement qu'éduquer à l'égalité des sexes entre 0 et 6 ans? Et si on touche à l'identité sexuée, c'est pour ça que le lien ensuite avec les sexualités me semble aussi très important. Là, par contre, ça va gêner. L'aspiration à l'égalité, je pense que la plupart des parents, globalement, on va trouver sans doute encore certains qui préfèrent que les choses soient hiérarchiques, mais ils n'aimeront pas utiliser le nom de hiérarchique, c'est de la complémentarité éventuellement, plus que de la hiérarchie pour eux. Mais la question de toucher à l'identité sexuelle des enfants à un âge où c'est quand même l'apprentissage, on apprend le langage, on apprend tout le moteur, on apprend à marcher, on apprend les interactions avec les adultes, les interactions avec les enfants, on apprend à se comporter en société, à respecter déjà un certain nombre de règles. Que va-t-on faire de l'égalité en plus? Et je crois que c'est une question, d'autant plus qu'il n'y a pas de discours véritablement, en tout cas fortement médiatisé sur les questions d'égalité de genre à cet âge-là, qui peut interpeller, parce que justement on s'intéresse à des enfants qui n'ont pas encore un discours très articulé, on n'est pas dans des questions d'orientation scolaire, ils ne vont pas être encore, je parle donc avant l'école primaire, avant l'apprentissage de la lecture, etc. notamment. Il y a une forte responsabilité des adultes, notamment des parents. Et c'est un âge où je pense qu'on a tous été confrontés, même en tant que féministes, entre ce qu'éventuellement les parents, voire des professionnels, l'espèce de synergie possible entre les deux. C'est-à-dire, je peux avoir une volonté d'éduquer, en l'occurrence, moi j'ai un petit garçon, mon fils de telle et telle façon. En face, il va être à l'école et il est parfois, il est très difficile on n'a pas envie qu'il soit marginalisé, à la fois par l'équipe pédagogique éventuellement, mais surtout par les autres enfants, d'une violence. Je ne sais pas si certains avaient vu le film sorti il y a quelques années de Claire Denis, qui est simplement d'avoir mis une caméra dans une cour d'école de maternelle. Les rapports sont extrêmement violents entre les enfants, et ici on a beaucoup parlé des interactions avec les adultes, et assez peu des interactions entre les enfants eux-mêmes. Et je crois qu'il y a aussi ce processus de socialisation entre les enfants à ces âges-là. On n'a pas très envie d'être marginalisé, ça peut être extrêmement violent, et le parent ne pas forcément le vouloir, et dans les professionnels, il y a toujours ce discours du bien-être et de l'épanouissement de l'enfant, auquel on est confronté en termes de difficultés pour penser, je pense, l'égalité et proposer véritablement des choses. Ce qui me permet de venir à premier niveau, j'ai au moins deux niveaux autres que la question des savoirs.
C'est d'abord les interactions avec les adultes. On a finalement, les enfants sont d'abord en interaction avec à la fois les parents et les professionnels. Et il y a une concurrence, je crois qu'on est obligé d'utiliser le terme quand même, dans l'éducation des tout-petits entre les parents et les adultes. Les synergies, elles seraient idéales à avoir. Et sur la question de l'égalité, il peut y avoir aussi des oppositions de points de vue qui ne sont pas évidentes à gérer entre adultes eux-mêmes et avec l'enfant au milieu. Donc ces interactions avec les adultes, je vais les voir à deux niveaux. Il y a d'abord au niveau des parents, qu'est-ce qu'on peut faire j'avais presque envie de dire, mais je voulais le dire en conclusion, mais éduquer les enfants, est-ce qu'il faut rééduquer les adultes? Je parle de volonté de rééducation, parce qu'on est face là en des enfants qui sont dans une socialisation primaire, donc ils ont tout à construire, puis des adultes qui ont déjà des années de socialisation, de formation et d'idées de ce qu'ils sont en termes d'identité. Il faut aussi déconstruire ce qu'ils sont éventuellement eux-mêmes, ce n'est pas évident. Donc il va y avoir plusieurs interactions qu'il faut tenir compte. Et effectivement, sur les parents, quand l'on regarde la production, notamment, par exemple, alors je vraiment me réfère à l'ouvrage qui me paraît vraiment, parce que c'est un peu le seul sur la question de Geneviève Cresson et Nathalie Coulon, qui est donc une synthèse de tout un certain nombre de travaux de recherche sur la petite enfance, notamment ce qu'avait fait effectivement Sandy Deforge sur les suppléments Parents Magazine, ne serait-ce que regarder ce qu'on propose aux parents finalement. C'est vrai qu'on est toujours dans la même caricature, donc je parle de volonté des manques pour faire la synthèse, c'est-à-dire toujours avec le père, figure de l'autorité, figure éventuellement de la sexuation, de la séparation avec la mère, qui est forcément une espèce de symbiose avec son enfant, sécurité affective, figure d'attachement. On a ça donc dans ces productions, mais qui sont quand même le quotidien de la majorité des personnes, en dehors des personnes éclairées de cet auditorium. Il faut bien le dire, on est quand même relativement marginal. À côté de ça, j'aurais peut-être... Enfin non, s'il faut agir sur les parents, alors il y a par exemple des travaux qu'on va sortir à la Caisse nationale d'allocation familiale qui interrogeaient des femmes en congé parental. C'était une enquête qui est du CREDOC qu'on va sortir dans quelques mois, qui montre que la très grande majorité sont loin d'être dans l'épanouissement absolu de leurs conditions de maternage depuis 1, 2 ou 3 ans. C'est même plutôt assez dépressif, assez démoralisé sur l'image qu'elles ont même d'eux-mêmes, l'image qu'elles véhiculent à l'extérieur, voire même l'image qu'elles peuvent donner à leurs enfants, notamment du fait de ne pas travailler, et parce que du coup il y a un surinvestissement de la sphère domestique qui quand même, quoi qu'on en dise, n'est pas super épanouissement dans la vie. Donc il y a à la fois les aspirations entre guillemets des femmes, mais je crois qu'il ne faut pas négliger totalement les aspirations des pères. Je ne serais pas aussi pessimiste que Geneviève Cresson tout à l'heure. L'histoire des congés paternité, je pense que ça risque d'être à nouveau au débat des prochaines présidentielles. Si on regarde un petit peu le programme des partis et des discussions du Haut Conseil à la famille, alors il y a des oppositions très fortes parce que le lobbying familialiste en France, l'UNAF est certainement beaucoup plus écouté, beaucoup plus fort que les associations féministes, ça ne fait aucun doute. Mais le congé paternité est quand même relativement pris par la majorité des pères et il y a une aspiration dans des cadres, voire des cadres supérieurs, une aspiration réelle à ce qui dure un peu plus longtemps que, c'est même pas 15 jours, en fait ça fait 10 jours, 5 jours plus 5 jours, en gros 15 jours, avec des propositions. Brigitte Grésy est partie dans un rapport qu'elle avait rendu sur la parentalité à la ministre, qui était notamment d'extension sur le modèle nordique à 2 mois. Alors, est-ce que ce serait 2 mois en continu, entre 0 et 3 ans, hein, c'est pas forcément 2 mois à la naissance de l'enfant, mais à condition que ce soit sans la mère, c'est-à-dire vraiment le père seul avec l'enfant, ou est-ce que ça peut être sécable de 0 à 3 ans, une semaine par-ci, une semaine par-là, voire ça peut être une forme de relais, effectivement, avant d'avoir, par exemple, un mode de garde collectif. C'est des choses que l'on doit, je pense, interroger, qui sont des pistes, parce que si on veut débattre, certes, de la présence des hommes dans les métiers de petite enfance, mais l'image des pères eux-mêmes, à côté de... Ça, par exemple, à l'image des femmes dans les médias, j'avais été assez frappée par un rapport de l'ORS qui s'interrogeait à l'image des pères dans les médias et dans les publicités notamment. Et en fait, l'image des pères, notamment avec les petits-enfants, c'est généralement des hommes qui sont ridiculisés la plupart du temps, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'eux ou complètement débordés. On les présente de façon complètement débordée face aux petits-enfants.
On a à côté de ça, effectivement, dans la publicité, toujours sexe et genre fonctionnent ensemble, production sexuelle, reproduction sexuelle et reproduction de genre, fille et mère quasiment semblables, fils et père quasiment semblables. Donc on est toujours dans un phénomène de reproduction. Mais cette image des pères, de valorisation des hommes auprès, en capacité d'eux, aussi s'occuper des petits-enfants, me semble néanmoins une piste pas tout autant, enfin, en tout cas de la même façon qu'on interroge l'image des femmes dans les médias, peut-être interroger aussi l'image des pères, pas des hommes, pas dire qu'il y a forcément la question de la hiérarchie, on touche là autre chose qui est sur la possibilité que aussi finalement c'est pas seulement pour montrer que c'est culturel et que c'est pas seulement naturel, si on ne va pas du côté des hommes en montrant qu'ils sont aussi capables d'eux, on n'arrivera pas à dire que c'est une production, enfin on n'est pas mère naturellement, mais c'est aussi quelque chose qui s'apprend culturellement dès la naissance de l'enfant. Toujours sur la question des pères, ou cette question de congé paternité, il y a peut-être aussi dans la question des séparations. Si aujourd'hui on a quand même quelques données, c'est plutôt effectivement dans les grandes villes et qu'un certain nombre d'hommes demandent plutôt notamment de la garde alternée. Ce modèle de garde alternée, on n'a pas vraiment d'évaluation pour l'instant, c'est quand même relativement certes nouveau. Et c'est encore une difficulté pour justement avant 6 ans, les juges hésitent, voire refusent, même s'il y a volonté des deux parents d'avoir une garde alternée, sauf exception. C'est un vrai problème avec toujours cette idée que finalement, de 0 à 6 ans, quand même, l'enfant, il est mieux avec la mère qu'avec le père. Donc ce sont aussi des représentations là qui méritent d'avoir aussi, à mon sens, un intérêt féministe. D'autant plus que les choses ne sont pas figées. Enfin, on prend le modèle français, par exemple en Italie, qui n'est certainement pas un modèle près d'origine italienne d'égalité entre hommes et femmes. Le modèle de référence quand un couple se sépare, c'est la garde alternée. On doit faire une demande spécifique si on veut une garde pleine et pouvoir la justifier. Mais le modèle de référence est l'alternance. En France, c'est plutôt le contraire. C'est juste notre voisin. Je ne sais pas que c'est forcément la panacée, mais juste changer un petit peu ce rapport quasi qu'on perçoit fusionnel entre les mères et les enfants. C'est peut-être une façon aussi de revaloriser, puisqu'il s'agit ça, c'est sans aucun doute un enjeu, les professions plus globalement de la petite enfance. Alors quand on en vient maintenant aux professionnels eux-mêmes, sur les professionnels, alors, ce qu'il a été dit, alors qu'on s'intéresse aux crèches, aux assistantes maternelles, alors j'ai juste été frappée que personne n'a réagi ça s'appelle encore maternelle. Et alors, à l'heure où on se bat pour Madame Mademoiselle, et au contraire, je suis la première à porter le badge que je n'ai pas mis là par rapport à cette campagne, c'est quand même un vrai problème que ça s'appelle encore école maternelle, assistante maternelle. Alors, assistante maternelle, sachant que dans la loi, on parle de assistant maternel, ce qui me rend dingue. On va masculiniser, mais en laissant maternelle quand même, ce qui renvoie quand même toujours au fait qu'on reproduit un schéma maternel, mais qu'on n'est pas dans de la parentalité, même si le terme est peut-être un petit peu galvaudé, mais il faut peut-être sans doute aussi agir sur le symbolique, et le choix des termes n'est certainement pas neutre, dans aussi ensuite pouvoir adhérer ou en tout cas choisir telle ou telle profession. Alors sur le professionnel eux-mêmes, on a beaucoup parlé des formations, c'est sans aucun doute fondamental. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a eu des gens exceptionnels, formidables dans les tables rondes qui mènent des actions sans aucun doute novatrices. Mais on a toujours eu l'impression, c'est peut-être parce que j'ai travaillé historiquement au service des droits des femmes, un peu de réinventer la poudre, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de mutualisation, je trouve, des expériences. Alors, à un moment donné, j'avais pensé que l'Institut du genre, qui, au niveau européen, était censé, mais c'est extrêmement flou, à la fois de voir ce qui se passe dans d'autres pays. Effectivement, l'expérience suédoise est extrêmement intéressante, sans aucun doute enrichissante. Je crois qu'il y a à peu près les mêmes expériences en Norvège, en Finlande. Enfin, visiblement, les pays nordiques, dès le petit d'expérience au niveau des crèches, des choses qui sont menées, à la fois de voir ce qui se passe ailleurs et de pouvoir reproduire ou réadapter plus exactement les expériences, même déjà au sein d'une même région, j'ai envie même dire d'un même département, plus qu'au niveau national. On ne sait pas ce que fait son voisin, et on peut avoir, c'est souvent des initiatives d'individus extrêmement motivés, pour des raisons sans aucun doute à la fois personnelles et collectives, qui ont envie de faire quelque chose, qui vont se battre, qui vont faire des choses absolument formidables. Ça peut susciter, à mon sens, d'autres personnes ou dans d'autres lieux qui ont envie de faire des choses.
Et en même temps, lorsqu'on a envie de faire une formation à l'égalité ou on a envie de faire une action, on invente soi-même bien souvent et on n'a pas de lieu, me semble-t-il, ou d'endroit où on pourrait mutualiser par exemple les formations autour de la petite enfance ou ce qui peut se passer en crèche, comme c'est indépendant, c'est vraiment au niveau des municipalités, c'est des gestions aussi très indépendantes si on est dans des crèches associatives, c'est pas comme l'éducation nationale ou l'école où là il y a les UFM, enfin on peut se repérer. Il y en a plus, oui. Il y avait, voilà. On a plus de repères dans l'éducation nationale, on sait qui forme quoi, ou qui plus exactement. Ceci dit, sur ces formations, non pas que je suis forcément sceptique, mais là aussi, sensibilisation, formation, à la fois mutualiser ce qui marche pas. C'est souvent l'entrée, on a beaucoup parlé, débattu à l'instant du droit. Alors certes, on peut se référer au droit. Je pense comme Sandrine qu'il faut d'abord sensibiliser de l'intérêt de l'égalité. Tout le monde n'est pas forcément adhéré à ça. Et surtout de l'idée que l'on peut produire soi-même des inégalités, c'est extrêmement perturbant pour des professionnels. Dans d'autres formations, par exemple formation en entreprise, généralement l'entrée est toujours par les statistiques. On va montrer... voilà, les femmes sont dans telle profession, il y a les écarts de salaire. On sort toutes sortes de chiffres, les chiffres étant devenus un petit peu une manière de justifier, parce qu'il faut toujours justifier pourquoi on fait l'égalité. C'est-à-dire c'est pas justement, malheureusement, une entrée de dire voilà, c'est une question de droit humain, et puis c'est comme ça. Non, il faut toujours justifier, il faut obtenir l'adhésion. Quand on parle d'éduquer à l'égalité, je crois qu'il y a quand même adhérer aussi à la question de l'égalité des sexes. Donc, pour produire ce déclic, alors il y a soit la justification par les chiffres, enfin regardez, il existe des inégalités. Quand on parle de petite enfance qui s'adresse à des professionnels, j'étais très intéressée effectivement par l'expérience de la crèche de Saint-Ouen. Je crois que le film ou le fait de montrer en images ce qui se produit, les interactions qui se produisent entre des adultes et des enfants et la manière dont ils se comportent, sans être dans le jugement, parce que c'est toujours la question délicate, dire vous ne faites pas mal, c'est juste qu'il y a des choses qui se font et qui ne devraient peut-être pas se faire comme ça, et appeler à cette prise de conscience juste pour rentrer dans la question me semble intéressante. Alors il y a toute la question comment filmer, les droits de l'image, etc. Mais ce qui a déjà été produit peut servir peut-être de base de débat pour d'autres. Donc je dirais à la fois mutualisation d'expériences pour ceux et celles qui ont envie de faire quelque chose, et mutualisation des types de formations et de quelle manière ce qui marche et ce qui ne marche pas aussi, parce que il me semble notamment les formations qu'il y avait eu à l'époque dans les UFM, on ne peut pas dire ça a forcément très bien marché, et les résistances ont été extrêmement fortes auprès des jeunes enseignants. Donc il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien, il faudrait pouvoir le repérer. J'en viendrai également à la question... Alors, non, parce qu'il y a eu un numéro effectivement des cahiers du genre sur les objets de l'enfance que j'ai coordonné avec Sylvie Cromer et Delphine Naudier sur outre les interactions. Ces interactions se passent aussi à travers des objets, sur les environnements vraiment matériels et symboliques des enfants. Et là, alors on a abordé la question des jouets, et je salue toutes les initiatives dans ce domaine. Alors la section, il y a à la fois les jouets, où là on peut dire que l'entrée est assez facile, parce que c'est souvent assez caricatural, il suffit de rentrer dans un magasin de jouets qui a vraiment une... Alors pas tellement sur le 0-3 ans, les jouets pour les tout petits sont relativement, entre guillemets, non sexués. Les vêtements le sont immédiatement, effectivement. La layette, c'est garçon, fille, avec beaucoup de couleurs pour les filles, le plus triste possible, le plus neutre possible pour les garçons. Quand on a un garçon, c'est parfois assez compliqué d'arriver à avoir des dessins de soldats, des interactions de voitures. Enfin, on n'a pas des choix extrêmement variés. Les filles, c'est toujours des fleurs, très fleuries, très naturelles. Mais sur les jouets eux-mêmes, 0-3 ans... on peut trouver, les jouets peuvent passer d'un enfant à un autre sans trop de soucis. Mais alors dès qu'on arrive 3 ans et plus, c'est vraiment rayon garçon, rayon fille. C'est pas seulement les jouets eux-mêmes qui sont pour les garçons, pour les filles. Notamment j'ai une doctorante, Mona Zega, qui fait dont on a publié un article très intéressant sur la mise en scène des jouets eux-mêmes. C'est-à-dire regardant les catalogues, regardant la manière dont ils sont présentés et surtout les argumentaires en fait de ceux qui fabriquent les jouets et qui les vendent. Il y a vraiment une mise en scène qui est pas seulement dans la reproduction. Alors, on a chez les filles, mais qui vont générer sans doute
Il faudrait être un peu plus fin que ce que je dis, je vois qu'en plus l'heure tourne. C'est-à-dire, par exemple, chez les garçons, c'est pas seulement que ce soit des voitures ou de la mécanique, etc., mais c'est qu'on est dans des jeux qui vont susciter, par exemple, davantage à la fois l'imaginaire, des jeux qui vont permettre de davantage se repérer dans l'espace, des choses qui vont être extrêmement utiles pour les mathématiques et la géométrie. On est également dans des jeux qui vont nécessiter souvent une espèce de technique. Il va falloir apprendre à faire, remonter, démonter. Tandis que chez les filles, on va plutôt avoir des jeux qui vont valoriser tout ce qui est langage. Alors ensuite, on peut dire, arrivé à 7-8 ans, les filles sont plus bavardes, elles ont un langage, elles ont plus de vocabulaire, mieux développé. Les garçons, par contre, sont plus doués pour la mécanique, se repérer dans l'espace, ils savent lire une carte. Les filles ne savent toujours pas lire une carte routière. Des choses comme ça. Effectivement, dans la manière dont les jeux sont mis en scène et à quoi ils servent, il y a aussi le développement, et là, il y aurait des questions cognitives sur lesquelles s'intéresser, qui vont ensuite entraîner des différences que l'on va forcément constater. Donc sur les jouets, c'est pas forcément une donnée universelle des rayons filles, des rayons garçons. Pour avoir vécu au Québec, alors je ne sais pas comment ça avait été décidé, si c'était au niveau politique, si c'était une mobilisation féministe, mais quand on rentre dans un magasin de jouets, il n'y a pas de rayon filles, il n'y a pas de rayon garçons. C'est politiquement incorrect d'avoir quelque chose de sexué au niveau des jouets. Donc, finalement, on choisit ces rangées par type de jouets. Les trains, les voitures, les poupées, et dessus, il y a toujours à la fois toutes les représentations ethniques, plus des garçons et des filles, à peu près tout est représenté sur. Mais finalement, tout à coup, c'est même étonnant et c'est même presque perturbant quand on n'est pas habitué, parce que ce n'est pas nos repères, c'est classé par thème et ce n'est pas classé par sexe, ni par étage forcément différencié. Donc c'est tout à fait possible finalement. Alors je ne sais pas si ça marche moins bien ou mieux, il y aurait sans doute quelque chose à voir du côté effectivement non pas du pourquoi, mais du côté de l'argumentaire des vendeurs et des marchands eux-mêmes. C'est beaucoup plus subtil, notamment les travaux de Sully Cromer l'ont montré, quand même dans tout ce qui est à la fois dessin animé encore, ça devient... Il y a des choses de moins en moins caricaturales quand même dans la littérature enfantine, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès, entre guillemets. Alors, Petit ours brun est, à mon sens, une caricature, parce qu'effectivement, il y a encore le tablier, etc. Si on met de côté Petit ours brun, et c'est là où les choses deviennent plus compliquées, on n'a pas forcément une hiérarchie, avec des rôles très... la mère qui est en train de faire la cuisine avec son tablier, qui ne sort pas de l'espace domestique. On n'a pas forcément quelque chose qui représente tant une complémentarité des sexes. Les choses sont plus subtiles à montrer que finalement, on est dans une espèce de neutralisation, c'est-à-dire que la référence du neutre reste masculine, universel masculin. C'est-à-dire qu'on a plus de héros qui sont des petits garçons ou des garçons, même qu'il s'agit d'animaux. Les filles ne sont pas absentes, mais elles ne tiennent pas tout à fait les mêmes rôles et surtout n'ont pas l'intégralité des interrelations avec les adultes, avec les autres enfants. Elles sont marginalisées. Mais c'est très subtil, c'est pas forcément dans la caricature. Et c'est là où c'est beaucoup plus délicat, de toute façon, d'intervenir de même et de regarder les spectacles pour enfants. On n'a pas des choses extrêmement grossières sur lesquelles on pourrait brandir en disant mais c'est pas possible, on est vraiment dans une vision qui date des années 50, 60, de l'après-guerre, on n'est plus du tout là-dedans, les femmes travaillent, etc. Les choses sont plus subtiles, c'est que une forme de le héros, le personnage principal, c'est un garçon et ça paraît relativement... Mais il y a une petite fille quand même, elle est là, elle est présente, c'est juste qu'elle n'obtient pas exactement les mêmes choses. Alors, et pour terminer, pas tant des perspectives, mais à travers les débats, je crois qu'il y a d'abord la question qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des politiques publiques. Je disais, ce sont essentiellement des individus. Alors, les individus ne restent pas, j'ai l'impression d'un éternel recommencement. On peut avoir des individus. C'est souvent une question d'individus, à un moment donné, extrêmement motivés,
battant qui a envie de faire quelque chose. Une fois qu'il ou elle part, il y a un peu tout à recommencer. Et de ce côté-là, il faut sans doute se saisir à la fois de toutes les élections pour se mobiliser. Je crois que la synergie entre la société civile, qui n'est pas forcément toujours très mobilisée sur l'ensemble des questions d'égalité des sexes, va être ponctuellement sur les violences, sur l'égalité professionnelle, mais sur le champ de la petite enfance, pas très franchement. On peut peut-être s'en saisir, mais il n'y a pas de volonté. La volonté politique me paraît indispensable, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Il y a la question budgétaire. On peut avoir une volonté politique, s'il n'y a pas d'argent derrière, c'est quand même essentiellement du blabla et du discours. Donc il y a toujours à se battre pour le budget. Il y a une autre question, c'est l'application des textes eux-mêmes. On parlait du droit, mais il existe quand même une convention interministérielle à l'égalité qui a été renouvelée plusieurs fois au niveau de l'école. Il y a la charte de l'égalité qu'ont signé certaines communes. Pourquoi pas s'appuyer aussi sur l'existant pour essayer de faire appliquer les choses ou pour s'en saisir, pour demander des choses. Et je terminerai notamment par la question des outils pédagogiques pour rebondir sur les formations. Cette question de mutualisation et de ce que l'on fait de ces différents outils pédagogiques, de l'entrée et de pouvoir en faire profiter les autres. Je crois qu'il manquerait un lieu ou en tout cas un espace. Alors peut-être qu'avec Internet, on pourrait quand même inventer des choses pour pouvoir se repérer un petit peu mieux dans toutes ces bonnes volontés. Voilà.